Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de début d'année. Bonne année, bonne santé d'ailleurs à tout le monde. Des nouvelles un petit peu de l'atelier, un petit peu de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un petit peu plus le bazar que d'habitude. Je viens de rentrer un joli stock de noyers français qui se trouve juste ici. Voilà, je me retrouve avec 600-700 kg de noyers à débiter et à tourner. Ce qui va me faire du travail pour un bon moment. Alors ici c'est le premier noyer que j'ai rentré à l'atelier. J'en ai un que je vais vous montrer juste après, sur le côté encore dehors. Ici c'est un noyer qui a été coupé l'année dernière, début d'année entre le printemps et l'été. C'est un noyer qui était déjà mourant, donc il avait commencé à être attaqué par les champignons. Sur la base plutôt, il était vraiment creux. Mais il reste beaucoup de bois utilisable. Tout ça, c'est des parties saines, mais des parties qui ont commencé à souffrir, entre guillemets, de l'oxydation. Je dis souffrir parce que bon, c'est pas un mal, mais en fait, la partie au biais qui est en général euh, très blanche par rapport à la partie du bois fini, par rapport au cœur. Ici, en fait, elle s'oxyde, il me semble, et elle commence à prendre la couleur, elle se rapproche en couleur du centre. Ce qui fait que quand on le tourne, alors ça c'est là, ici c'est un bois qui a été coupé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et donc il s'est plutôt aplati en termes de nuances. Mais quand on le coupe, il est quand même assez nuancé. Le bois qui est dehors, lui, il est tout frais. Et surtout, il a été coupé alors qu'il n'était pas du tout mourant. Et ce qui fait que il est parfaitement sain. Et, euh, et l'aubier est resté bien blanc. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc on est ici dehors, sur le second noyer, qui paraît plus foncé, mais en fait il est sous la pluie, hein, il est sous la toiture, ce qui fait il est exposé à l'eau. Je le stocke comme ça pour éviter qu'il sèche trop vite, hein, pour éviter qu'il fende trop rapidement avant que j'ai eu le temps de le travailler. Comme on peut voir, alors c'est plutôt discret, mais il est beaucoup plus contrasté et surtout le blanc, alors là c'est sale hein, bien sûr, mais le blanc n'est pas oxydé du tout. Et bon, on va voir ça si j'en coupe un aujourd'hui. Je vais déjà essayer de vider le stock de l'atelier déjà. Et c'est parti. Voilà, alors désolé pour l'angle de vue, je tiens mon appareil photo à bout de bras, donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà, pour vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu à l'atelier. Alors, pas de grands changements, mais euh, j'ai supprimé une des scies circulaires, enfin j'ai donné une scie circulaire qui était là à côté, ce qui m'a libéré un peu de place avec ma combinée qui fait plus établie là. On peut le voir derrière, ici. J'ai acheté cette ponceuse stationnaire là. Peut-être j'en ferai une vidéo, mais bon, elle me sert pour l'instant assez peu, donc j'en ai profité pour mettre derrière ici les tronçonneuses pour les ranger un peu plus. Voilà. De l'autre côté, c'est toujours un peu le bazar, donc il n'y a rien de spécial à voir. La nouvelle, entre guillemets, c'est que normalement dans un futur proche, le garage devrait être isolé, ce qui va me permettre d'y travailler, je l'espère, toute l'année. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si normalement, pareil, à installation prévue, j'ai un poêle à bois qui est en attente.
Et voilà, après, les projets alors que vous avez dû voir passer, j'ai toujours ces rondins là, ces tronçons là, de noyer qui sont en attente. En fait, j'attends qu'ils finissent de sécher, ils sont pas très loin d'arriver sur leur séchage définitif. Et après, ils seront mis à dimension et puis ils serviront, je pense, pour faire des tables basses, des choses comme ça. Voilà. Alors dans les nouveautés, dans les nouveaux outils, on va dire, de l'atelier, j'ai acheté récemment cette tronçonneuse Husqvarna. Cette tronçonneuse, c'est une tronçonneuse, on va dire, haut de gamme, professionnelle de 92 cm3. Donc c'est on va dire, c'est un des plus gros modèles. Alors j'avais le choix. D'acheter plus petit. Le fait est que j'ai souvent affaire à l'abattage de gros arbres, surtout pour me chauffer. Et donc, en fait, je suis tombé sur celle-ci et c'était l'occasion d'avoir de l'équipement professionnel. Dans le tournage sur bois, cette tronçonneuse, elle rejoint on va dire une équipe de 3 tronçonneuses. Donc avec celle-ci, donc j'ai la Husqvarna 135 qui a déjà maintenant 6-7 ans. J'ai une Makita comme ça en électrique, elle, je crois qu'elle fait 2000 watts, quelque chose comme ça. Et celle-ci, du coup, qui vient compléter le triplet là, la triplette de tronçonneuse. Elle est, on va dire, parfaitement complémentaire à tout ça. Je vais essayer de... Elle est parfaitement complémentaire à tout ça, c'est-à-dire que les deux autres tronçonneuses, on va dire l'électrique est plutôt costaud, mais bien sûr destinée au débit. Hop, la mise au point. Voilà. Est plutôt destinée au débit en intérieur. En fait, son principal avantage, c'est que ça dérange quand même beaucoup moins le voisinage. En termes de décibels, on est à 3 fois moins en ressenti là que les autres. Donc ça permet de, entre guillemets, de pas casser la tête aux voisins dès que j'ai besoin de couper du bois. Voilà, donc ça c'était pour l'électrique. La deuxième, c'est l'Husqvarna 135. C'est une petite tronçonneuse entre guillemets entrée de gamme qui marche plutôt bien, qui a débité des dizaines et des dizaines de mètres cubes de bois et qui est on va dire efficace pour le tournage sur bois, mais qui devient plutôt lente, on va dire. Ça devient plutôt laborieux quand on est à couper de gros morceaux et ou surtout du délignage, c'est-à-dire dès qu'on commence à couper en bois de fil, hop, je vais pouvoir vous montrer, voilà, dès qu'on commence à faire cette coupe là, où on vient couper les fibres, on va dire dans leur sens, et bien la machine a besoin de beaucoup de plus de puissance. Et donc ça devient longuet quoi, hein. Quand on attaque à faire du débit, on pourrait pas s'en sortir si on travaillait, on va dire, professionnellement avec ça, ça prendrait trop de temps. Voilà. Et donc cette machine là qui est qui est bien, on va dire deux fois plus costaud en termes de cylindrée quoi, puisque l'autre fait 38, celle-ci fait 92, hein, donc bien plus costaud, près de deux fois plus costaud, et deux fois plus lourde aussi. Et par contre, c'est un monstre, hein. Elle a aucun problème à couper tout ça. Aucun problème à couper tout ça. Voilà. Alors ici, il y a je crois que j'ai deux chargements de camions. Dans tous les cas, on va dire la moitié du tas de bois me prend une quinzaine de minutes à couper. C'est très rapide. Voilà
pour le tour des outils, des nouveautés un petit peu de cette tronçonneuse. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, parce que ça mérite entre guillemets de savoir si cette tronçonneuse là elle est vraiment adaptée pour qui veut qui veut débiter du bois, que ce soit occasionnellement ou professionnellement. Donc j'en ferai quelque chose peut-être de plus approfondi une prochaine fois. Voilà. Voilà, donc j'ai placé la caméra pour avoir cette palette là dans le champ de vision. Je vais m'installer dessus mes morceaux de noyer et puis je vais attaquer le débit pour pouvoir faire mes pré-débits. Alors ici, je sais pas si vous pouvez vous en apercevoir, mais j'ai le bois. En fait, il a déjà été débité, c'est pas moi qui viens de le couper. Donc il a commencé à fendre. En général, je suis quand même cette fente pour m'éviter d'avoir de futures fentes, mais en fait dans mes bols, hein, simplement qui suivraient cette même fente déjà installée. Voilà, j'ai fait quelques minutes de coupe hors caméra. J'ai pas besoin de tout montrer en permanence. C'était répétitif. Alors j'en ai coupé quelques-unes. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? J'ai un beau tas, alors on voit pas trop, mais derrière il y en a autant que ce qu'on voit là. Je vais mettre en place maintenant un des plus gros morceaux que j'ai. Et puis ça me suffira pour aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal à faire. Comme j'ai un débit de tournage qui est quand même plutôt faible, j'ai pas envie de perdre le bois, donc je pré-débite pas tout d'un coup. Ça serait gaspillé. Alors je sais pas si on se rend bien compte, mais ce morceau-là, il doit faire, allez, je dirais peut-être entre 40 et 50 kilos, quelque chose comme ça. C'est un bois qui est toujours très humide, toujours plein d'eau. Enfin, il a été coupé l'année dernière, donc il n'a pas du tout eu le temps de sécher. Stocké au sol, donc
C'est presque le poids coupé, le poids de l'arbre coupé, enfin sur pied quoi. Voilà, j'ai pas mal de petites chutes comme ça. Et elles me servent à caler mes bois en même temps que je débite, c'est quand même plus pratique. Allez, je redémarre, c'est parti. Alors, j'arrête la tronçonneuse pour vous montrer le parfait exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'oxydation. Voilà, ici, oui, vous avez la teinte naturelle du noyer, vert, du noyer donc sur pied, frais. Et vous voyez, on voit que progressivement en fait, par l'arrivée de l'air et certainement de l'eau aussi, mais plus de l'air, à mon avis, une oxydation dans des tanins qui se mettent à fonctionner. Voyez, on voit bien, c'est vraiment parlant. C'est-à-dire que vous avez des deux côtés où il était coupé, une arrivée, voyons l'épaisseur par l'écorce aussi, et la partie qui résistait. Voyez, c'est un bois, là, il est somptueux quoi. Alors il y a plus beau évidemment, il y a plus joli que ça, quand c'est ondé, quand il y a des veines particulières, etc. Mais déjà la couleur est extraordinaire. Et puis on retrouve du coup dans l'épaisseur, cette partie-là qui est de l'aubier complet, donc ça part au séchage et puis ça ira chauffer la maison. Là une énième tranche, pareil, l'oxydation des deux côtés. Alors, je sais pas si on peut le voir, mais ici, vous avez il y a un cœur, c'est-à-dire que c'était ici typiquement c'est un morceau, c'est entre deux branches, le départ de branches. Ce morceau-là, moi en tournage, très très souvent, la présence du cœur, ça implique la naissance d'une fente de part et d'autre, simplement parce que vu que les cernes sont plus concentrées, on va dire le séchage est différent entre l'extérieur et le cœur qui est très resserré. Donc cette pièce là, alors soit je vais me servir des morceaux autour du cœur, soit je tente mais sur un bol vraiment fin qui va limiter le risque de casse et de perte, parce qu'en général quand un bol fend, je le garde pas. Voilà donc mon joli bazar. J'aurais fait un beau tas de copeaux. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une bête de machine. Hein. Ça coupe comme dans du beurre. Bien aidé par sa chaîne qui est aussi de qualité. Comme je l'ai dit, c'est du matériel pro, donc là on est vraiment
si ce n'est le plus efficace, en tout cas au très efficace. Voilà, donc je sais pas, en quelques minutes, peut-être ça fait une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, je me serais débité tout ce tas de bois. Sachant que derrière, là, on a les chutes de coupe. Joli aussi, c'est dommage, mais bon, là, il n'y a pas d'épaisseur, ne vous inquiétez pas. Ça part au feu, mais pas de perte. Voilà, donc je vais remettre sur le trépied. On va faire se reposer un petit peu la grosse machine et puis je vais sortir la tronçonneuse électrique. Et je vais continuer mes débits. Donc là, je vais commencer à tracer, ce qui me semble le plus pratique à couper. Et puis ensuite, je coupe la tronçonneuse. Alors pour l'instant, on va dire pour l'instant, non, c'est pas pour l'instant, mais la scie à ruban qui est là-bas, le modèle est bien trop petit pour pouvoir débiter comment dire, mes débits là. Mes morceaux, là, en général ça se passe, alors du coup quand on a un plateau comme ça, on trace, là je trace mettons mon bol, grossièrement mon ébauche, je me trace mon cercle et je viens à la scie à ruban me couper, c'est plutôt rapide, hein, ça prend une petite minute là, découper mon bol et voilà c'est fini. Là comme la scie à ruban n'est pas en capacité de faire ça, et bien simplement je fais ça à la tronçonneuse, donc ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus laborieux. En espérant que voilà, d'ici là, on va dire cette année, peut-être l'année prochaine, on puisse acquérir un modèle un peu plus costaud qui soit en phase avec tout le reste. Alors celui-ci c'est celui de tout à l'heure où je vous avais dit que j'allais écarter le cœur qui est ici. Alors certainement qu'il part en travers comme ça, alors soit il vient dans ce sens-là, donc en fait il est plutôt dans cette pente-là, soit il repart comme ça, dans l'autre sens. J'ai plutôt l'impression qu'il vient comme ça, donc de toute manière, dans cette partie-là, je vais l'éviter. Bon, donc ensuite, je prends la tronçonneuse et puis je vais me dégrossir tout ça, ici, ici et là. Et cette partie-là, vu qu'il y a un nœud, certainement elle va partir en chute. Alors vous avez pu vous en apercevoir, mais je coupe sur une palette. Le problème de ça, c'est que si on fait pas gaffe, en fait on attrape les clous, hein, avec la chaîne. Donc je me mets plutôt dans cette partie-là où évidemment je suis pas sur les longerons en travers. Là. Ça n'empêche pas que tout à l'heure j'en ai attrapé une. Là. Bon, la chaîne a l'air d'aller bien, donc ça le fait. Allez, c'est parti. Voilà, donc ici c'est un peu la même, hein, on a un cœur ici et un cœur là, donc on le voit bien, il est en travers sur le bout de la planche comme ça. Donc je peux me servir en gros de tout ce qui est là, tout le reste là. Ou pas, parce que j'ai lui là. J'ai lui qui est beau aussi. Mais qui doit être la deuxième branche. Alors il va être compliqué.
C'est dommage parce qu'il est beau. C'est dommage parce qu'il est beau. J'arrive pas trop bien à comprendre d'où sort le dernier, puisque là on en a un comme ça. Je le vois pas ressortir. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va pouvoir prendre ça. Ben, on va prendre que des petits. Un seul grand, je ne sais pas. J'ai tendance à prendre au maximum la partie foncée. Je trouve pas trop d'intérêt à cette partie blanche en général. Surtout quand comme là elle est tachée entre guillemets. Alors c'est pas vilain quand c'est huilé, mais je préfère optimiser quand même. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça fait un gros morceau de bois pour un petit bol, mais c'est la vie entre guillemets. Et j'ai tout ça. Déjà ça m'en fait deux sympas, et puis à la limite je peux me garder ce morceau là pour me faire un tournage en bois de fil. On va faire comme ça, ce sera chouette, on va pas trop gaspiller. J'ai oublié de remettre les gants. C'est pas bien. Je le fais jamais, bien sûr. Alors si ça va être mon dernier. Là je vais me débiter pour pouvoir faire un bol. C'est-à-dire que je vais tracer sur le plat, je vais tracer mon cercle. Et je vais donc je vais couper tous les coins là. Et de l'autre côté, c'est donc sur la partie ici ronde du tronc, et bien en fait je vais simplement me faire un plat centré qui sera parallèle à ma coupe, parallèle à cette surface là. Ça va me permettre de l'attraper ici avec mon plateau à visser. Ça va me permettre de le visser là. Quel intérêt? L'intérêt c'est d'avoir mon bol en fait. Ça va être d'avoir mon bol comme ça. Voilà.
Et donc ça va être d'avoir cette partie noire, donc la partie bois fini, foncé en bas du bol. Alors, évidemment, j'étais en train de vous expliquer que j'ai créé une surface parallèle au-dessus. Je sais pas trop où c'est ce que ça a coupé. J'avais plus de place sur la carte mémoire. Les joies du cinéma. Du coup, pour vous montrer un petit peu, alors je me sers d'une règle, c'est dû à peu près là, mais je veux qu'elle soit à peu près parallèle à la surface en dessous pour pouvoir venir me visser de ce côté-là et faire un bol, voilà. Avec, alors on peut même s'amuser à garder l'écorce pour faire joli simplement. Ce qu'on appelle comment dire, écorce naturelle, live edge en anglais. Donc là je suis pas mal. Je suis pas mal dans ce sens-là. Après, est-ce que je suis à plat dans ce sens-là? Je sais pas trop. Ça sera un petit peu la surprise. Alors, je me retrouve avec mon morceau de noyer, sur lequel, sur ma face, j'ai tracé le diamètre approximatif du bol voulu. Et maintenant, ce que je vais faire, parce que je dois trouver en gros est-ce qu'on peut dire la parallèle? Je sais pas, mais en gros, je veux pouvoir placer ici le support de mon bol là, enfin l'attache, alors je sais plus comment ça s'appelle ça, bref. Je dois pouvoir le centrer ici. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais me servir de mon plateau. En fait c'est la même chose que celui-ci mais en plus grand, qui est sur ma partie fixe. Là, je vais me centrer par rapport à mon cercle tracé. Et avec ma poupée mobile ici, je vais venir pointer directement le centre, hein, le centre par rapport à l'autre côté. Et ce que ça va faire, c'est qu'en ayant le centre ici de ce côté, je vais pouvoir le placer. Parce qu'en fait, voilà, si je me visse ici, je vais pas avoir mon bol complet, je vais avoir une espèce de demi-bol et jeter les trois quarts. Donc je veux le centrage exact. Une fois que je l'ai, je me visse là-dessus et j'attaque le dégrossissage. C'est plus facile à dire qu'à faire. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attraper mon compas. Je vais me retracer un cercle du même diamètre que mon plateau. Au moins, j'aurai pas d'hésitation. C'est pas quelque chose que je fais souvent, ça. Donc c'est pour ça. Mais j'hésite un petit peu à le faire en même temps. Voilà, je le prends un peu plus grand comme ça, je vais le voir apparaître autour. Toute cette partie là du bois, il n'y a aucun problème à la marquer puisque de toute façon elle va disparaître. Je vais avoir la prise de mon mandrin ici et puis après la courbe du bol. Et voilà, je me retrouve avec mon centre parfait. Tracé ici. Je n'ai plus qu'à le placer ici, bien au milieu, et à visser.
Ok, bon là j'ai utilisé 4 vis, 4 longues vis. J'avais ça sous la main, c'est des vis inox. De mémoire, c'est pas une bonne idée. Parce que l'inox est un peu trop dur, un peu trop cassant, il me semble. Donc il faut pas faire ça. Bon, j'ai que ça sous la main, ou disons que c'était les plus costauds que j'avais là. Donc ça va le faire. Logiquement, c'est un bois facile, c'est un bois vert tendre. Je ne devrais pas avoir de soucis ni d'attraper de nœuds bien durs ou quoi que ce soit, ça ne devrait pas poser de problème. Je ne vais pas le tourner non plus très vite parce qu'il est plutôt lourd, donc ça ira très bien. Allez, je démonte mon plateau qui est là, et puis j'attaque le dégrossissage. On se retrouve avec mon morceau monté. Je rapproche un peu la tête du tour par là. Ah, qu'est-ce que je peux brancher là? Ah, c'est bon. Alors aujourd'hui on a une météo qui est très humide et donc le tour condense. J'ai littéralement de la flotte partout dessus. C'est une horreur. C'est les inconvénients d'avoir un atelier pas chauffé. Donc mon morceau est plutôt bien équilibré sur la machine. Vous voyez, bon, il n'est pas bien sûr en poids, il n'est jamais parfaitement équilibré, mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'arrive déjà là j'ai une rotation de 200, quasi 200 tours par minute, avec une ébauche complète, ce qui est déjà vraiment pas mal. Alors on se retrouve après quelques minutes de dégrossissage, 5 minutes hein, tout au plus. Plusieurs choses. Alors on voit qu'on se retrouve, eh bien, on était proche du cœur, donc proche du cœur ça veut dire beaucoup de départs de branches. Ici on a le cœur, et puis ici on a les départs de branches. Donc, alors lui me gêne pas trop, par contre il y a autre chose qui me gêne beaucoup, et c'est ici, et ça c'est ce qu'on appelle une roulure. C'est-à-dire que c'est un détachement donc, entre deux cernes de croissance. Donc à voir un petit peu comment ça évolue à la suite de mon tournage. Là, je pense que je vais devoir de toute façon la faire sortir. Donc j'ai au moins, on va dire, je vais perdre au moins 2 cm et demi, 3 cm en hauteur sur mon tournage pour l'évincer. Voilà. Voilà, alors comme on est sur un bol, plutôt, plutôt large, voilà, on est autour des 35 cm de diamètre, je vais faire une prise, c'est-à-dire je vais faire un tenon en bois, une prise en V comme ça, qui va être je crois que c'est 105 mm, quelque chose comme ça pour
au même or. Si je fais plus petit, j'ai le risque que ce tenon il casse au tournage, donc je prends un tenon assez solide, surtout que là on est sur une partie bois entre des nœuds, entre des contrefils, tout ça, donc je prends pas de risque là-dessus. La roulure a quasi disparu. Je vois qu'il reste encore un petit peu de bois craqué. 100 mm, on va arriver par là. Je vais pouvoir la faire sortir plutôt facilement. Voilà, donc on se retrouve après un bon quart d'heure de tournage. Je me suis libéré de cette roulure là. On le voit ici, mais j'ai grignoté un bon 2 cm sur la hauteur de mon bol. On a un joli nœud ici, là. Un joli cœur, pardon. Et voilà, je suis plutôt content. Il me reste quand même une jolie partie de bois foncé. Voilà, donc je vais finir la forme. Et puis vous voyez, on arrive sur l'arête du bol qui sera un bol, voilà, comme on dit, arête naturelle, hein, live edge. Voilà, je peaufine cette courbe et je retourne le bol. Voilà, on se retrouve avec mon bol retourné, pris dans le mandrin cette fois-ci derrière et plus sur un plateau. Et voilà, mon dégrossissage est, on va dire, à 50% terminé, il me reste plus qu'à faire l'intérieur. En termes d'épaisseur, je vais laisser on va dire 13-14 mm. C'est ce qui me semble correct pour éviter que ça ne fende. Je pense que j'aborderai un jour le sujet du séchage, mais dans l'idée, je les enferme, au moins au tout début, je les enferme dans des espaces fermés, des placards, des choses comme ça, histoire que l'humidité présente dans le bois ne parte pas trop vite. Et écoutez, pour l'instant, c'est plutôt concluant. J'ai très peu de bols qui fendent ou qui éclatent. Si ce n'est certains qui ont déjà des petites fissures, et à ce moment-là, en fait, on s'en aperçoit que plus tard qu'elles étaient présentes. Allez, je continue mon tournage. Et voilà mon dégrossissage fini.
avec un beau cœur au milieu. Tout ce que je voulais éviter, mais bon, il a pas l'air vilain. C'est exactement celui-ci là qu'on voit là. J'avais pas vu depuis le début. Il était bien caché, je sais pas trop comment. Enfin bon voilà, donc j'ai terminé mon ébauche de bowl. Il est plutôt sympathique. Je me suis laissé, comme j'avais dit, quelque chose comme 12-13 mm d'épaisseur. Et maintenant, voilà, il va aller dans l'armoire et puis on va croiser les doigts pour qu'il survive à son séchage. Voilà.